Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première session de notre programme de l'après-midi. Nous allons avoir 3 sessions très intéressantes cet après-midi. Une première sur la pratique ou l'interface entre la science et la politique, comment créer cette interface justement ou l'optimiser entre les scientifiques d'une part et les personnes de terrain, les praticiens et aussi les décideurs et décideuses politiques. Je vais m'en tenir là puisque nous avons la personne de madame Anita Millman, une excellente, modératrice, hein, à qui je cède bien sûr la parole maintenant. Merci. Bonjour à tous, merci de votre, présence à cette session. Je pense qu'on devrait gagner le prix, de la séance au titre le plus compliqué, effectivement. Les organisateurs de cette conférence ont décidé, en effet, de concentrer 1 heure complète à ce sujet. Alors, on a réfléchi aux capacités hier qu'il faut renforcer, et pourtant, bien souvent, les gens qui ont pris la parole nous disaient qu'il faut intégrer la politique, la pratique, hein, et la science pour pouvoir vraiment mener à bien le progrès, le programme qui nous amène vers le progrès. Des décisions doivent être prises et il faut, pour pouvoir les prendre, avoir les connaissances pour ce faire. Et voici donc cette première. Voici un certain nombre de facteurs qui compliquent la compréhension des informations. Tout d'abord, il y a les priorités des eaux souterraines. Elles sont souterraines par définition. Il est donc plus difficile de les comprendre. Ce sont des flux qui sont cachés. Parfois, le pompage peut prendre un certain temps. Les effets aussi, les effets ou les modifications peuvent prendre beaucoup de temps avant de pouvoir être identifiés. Et enfin, il y a des variations saisonnières ou annuelles, hein, des conditions. Donc, parfois, il est difficile d'avoir sur le court terme des tendances qui se dégagent. Il faut beaucoup de temps. Donc, il y a donc, si vous voulez, un certain nombre de phénomènes qui sont facilement observables et compréhensibles. Il y a d'autres phénomènes liés aux eaux souterraines qui prennent du temps. Et puis, il y a aussi la dynamique sociale qui est à prendre en compte. Les effets, par exemple, sur la pauvreté, les personnalités politiques, par exemple, qui doivent prendre des décisions, doivent compter avec des intérêts parfois conflictuels. Et les gens qui prennent les décisions politiques n'aiment pas prendre des risques, hein, et ils vont préférer éviter un événement, même s'il a de faibles chances de se produire, et vont jouer la sécurité. Il est donc nécessaire de prendre en compte toutes les perceptions en termes de crédibilité, de risque. Donc, quand on ne comprend pas forcément toutes les données scientifiques et qu'on est un décideur ou une décideuse politique, on peut avoir, comment dire, une certaine réserve ou distorsion. Alors, compte tenu de cette situation, nous nous concentrons aujourd'hui sur le sujet suivant, à savoir comment renforcer précisément l'interface entre la pratique, la politique et la science. Nous allons donc commencer par une intervention de Monsieur Zhang Zhu, qui est ingénieur en chef au ministère des Ressources hydriques de la République populaire de Chine. Ensuite, nous allons avoir 2 rapporteurs. Donc, nous avons une présentation du catalogue qui va se faire, hein, par le directeur dans les GRAC. Ensuite, nous aurons
la vice-présidente et la scientifique en chef de The Water Institute, Madame Alissa Dossman. Ensuite, nous aurons Yumiko Yashuda, qui est Senior Network and Transboundary Water Corporation, donc qui travaille dans cette entité, dans le partenariat mondial de l'eau, le Global Water Partnership. Dans la deuxième partie de notre session, on va réfléchir aux opportunités, aux entraves qui s'opposent à un renforcement justement de l'interface possible entre la science, la politique et la pratique. On va avoir à ce moment-là un échange de type questions-réponses avec des panélistes qui vont être interrogés sur les points forts ou les difficultés qui leur sont propres ou qui sont communes avec les autres panélistes. Nous aurons pour cette deuxième partie Madame Zione Butaoka du Malawi, Monsieur Tom Sou, directeur exécutif de l'Association internationale pour l'ingénierie hydro-environnementale, M. César Carmona Moreno et Mme Aditi Mukherjee, qui fait partie de l'IWME. Et enfin, en guise de conclusion, nous tiendrons compte des choses dites et tenterons de les résumer et vous proposerons peut-être quelques idées à méditer. Sans plus attendre, nous allons donc commencer par le premier discours, à savoir celui de M. Zhang Jiu. Bonjour à tous. Je vais m'exprimer en chinois. Au nom du ministère que je représente, je vous félicite pour l'organisation de cette session. La Chine est le pays le plus peuplé du monde et ses ressources en eau représentent pourtant simplement 6% du total. Les eaux souterraines, qui représentent un tiers des ressources en eau du pays, jouent un rôle important dans la fourniture d'eau destinée à la production, à la vie quotidienne. Et nous avons des réserves stratégiques en Chine, notamment dans le nord du pays. Le gouvernement chinois a toujours attaché une grande importance à la gestion et à la protection des eaux souterraines. La protection et l'utilisation durable des eaux souterraines est incorporée dans les agendas qui sont les nôtres, agendas de travail, car il s'agit en effet d'un projet écologique d'importance et un projet également qui concerne la vie de la population. Et entre autres choses, nous avons promulgué en Chine la réglementation de la gestion des eaux souterraines, la première de ce type dans notre pays. Ces dernières années, les managers et les personnes qui font la recherche et qui gèrent les eaux souterraines dans le pays se sont engagés ensemble pour combiner en fait les besoins de gestion avec les besoins de recherche, parce que cette eau, elle est invisible, elle ne peut pas la palper et pourtant elle a besoin d'être mesurée. Pour ces raisons-là, nous avons développé des efforts pour faciliter cette gestion des eaux souterraines en la numérisant, en dématérialisant, en essayant d'avoir des réseaux plus connectés et plus intelligents. Premièrement, nous avons tout d'abord mis en place une recherche qui permet de coupler les modèles de recherche entre haute surface eaux souterraines au niveau du bassin. Nous avons introduit une technologie qui permet de calculer, d'ajuster, de contrôler des indicateurs fondamentaux, exploitation par exemple et le volume d'exploitation adapté, que ce soit pour les eaux de surface ou pour les eaux souterraines. Ceci permet de calculer les niveaux d'utilisation ensuite, et c'est le deuxième axe de notre intervention. Nous avons renforcé la recherche technologique dans des domaines tels que, par exemple, intégration de l'eau et des engrais au moment de la distribution, en renforçant aussi une
irrigation intelligente. Nous avons accompagné le développement de systèmes d'irrigation qui sont peu gourmands en eau. Ça, c'est dans le nord de la Chine, dans d'autres régions très importantes. Et on a modifié aussi les structures de plantation. Donc, dans le domaine agricole, on a également, et ça, notre troisième axe, on a fait des simulations de flux digitaux pour voir leur circulation, améliorer la gouvernance. Et nous avons mis en place tout un système de suivi, ça c'est notre quatrième axe, un système national des eaux souterraines et les changements de niveau d'eau dans les préfectures, dans les villes, où lorsqu'il y a par exemple une surexploitation, et bien à ce moment-là, il y a une mise en garde qui est émise et ça permet de motiver les municipalités qui sont concernées. Elles vont à ce moment-là essayer de mettre un frein à la surexploitation. Et enfin, nos études des politiques et des chemins techniques qui permettent d'optimiser effectivement et de lutter contre la diminution des réserves quand il y a surexploitation. Tous ces systèmes nous ont permis de faciliter l'exploitation au sein de ces dernières années. Merci. Je crois comprendre que vous avez un peu de route à faire, mais vraiment, nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir être ici aujourd'hui, d'être parmi nous et de faire cet exposé. Alors, je m'adresse maintenant à Monsieur Stéphane Kidman. Merci, Enta. Alors, avant de commencer cette présentation, j'aimerais préciser des choses pour ceux qui ont regardé le programme en début de semaine. Il était indiqué que ce serait Christina Fraser qui sera là. Il est malheureusement, pour des circonstances tristes, elle n'a pas pu faire le chemin et donc je la représente aujourd'hui et parle en son nom, mais rien n'aurait été possible sans sa contribution de tout ce que vous allez voir là maintenant. Next slide. Merci. Cette journée de l'eau a été quelque chose de tout à fait unique puisque la première fois, nous avons célébré cette journée et en plus cette année, nous avons décidé d'avoir 2 jours de célébration et qu'en plus, nous avons décidé d'attirer l'attention tout au long de l'année sur l'importance des eaux souterraines. C'est un peu le grand final cette année, certes, mais on veut aussi avoir des échéances au-delà de 2022. Et ça, cette autre échéance, c'est le fameux catalogue que je vous présente. Alors, pourquoi le rapport sur le développement de l'eau a été donc diffusé par ONU Eau. Il était question donc des différents volets que sont le changement climatique, l'agriculture, les écosystèmes, l'industrie et les implantations humaines. Il s'agit d'une source d'information qui a été utilisée, qui est tout à fait fiable. En plus, grâce à cette journée publique organisée, le public a pris conscience d'un certain nombre de choses et s'est rendu compte qu'il fallait que ce point figure sur l'agenda politique en meilleure posture. Mais sensibiliser ne suffit pas toujours, hein, en ce qui concerne notamment ce déploiement de cette interface entre la science, les politiques et le terrain. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu expliquer comment la science, la politique, la pratique et l'interaction entre les trois peut fonctionner pour donner aux représentants de ces différents pôles les moyens et les outils pour pouvoir résoudre ensemble les problèmes. Alors, comment fait-on? Nous avons assigné une ressource à chacune de ces 3 composantes, ce qui veut dire qu'on a sélectionné en fait des thèmes qui ont un lien donc avec les eaux souterraines. Ensuite, on a créé une espèce de collection d'outils de mesure qui vont pouvoir aider la science
la, et la gouvernance également. Et ensuite, on a proposé une étude de cas, un cas pratique qui permet de comprendre comment les mesures ont été prises et utilisées de par le passé. De sorte que ceux qui vont contacter le catalogue, quel que soit l'un de ces trois pôles dont ils viennent, vont pouvoir avoir des informations, contacter donc le catalogue et aussi avoir accès à des cas pratiques et aux meilleures pratiques aussi. Ça, c'est une ancienne version. Ah, voilà, c'est ça. Celle-ci, elle est à jour. Alors, comment est-ce que ça se présente, ce catalogue? On va dire que moi, je suis là, je suis décideur, j'ai un littoral dans mon pays. Je vais probablement aller sur le sujet Coastal Cities, que je suis en train de cliquer, donc villes qui sont côtières. Et là, je vais trouver des informations sur le sujet, avec aussi des références, plus des liens. Je fais défiler, et là, je vais voir des mesures qui pourraient être applicables, pourquoi pas, aux problèmes qui se posent à moi. Je vais choisir ce qui m'intéresse le plus, je clique et là, je vais trouver encore une fois des informations très concises sur ce sujet pour en savoir davantage. Et en plus, en bas, je vais avoir des informations qui m'indiquent des cas pratiques où ceci a été appliqué. En l'occurrence, c'est l'orateur ou l'oratrice suivante qui va expliquer ce cas dans le détail, mais en tout cas, vous voyez le cas, où est-ce qu'il se situe, les enseignements qui ont été retirés, et aussi est-ce que ce scénario pourrait être répliqué tel quel dans mes circonstances, dans mon contexte à moi. On a un profil d'utilisateur qui vous est attribué. Ça permet en fait de faire référence effectivement aux intervenants et ça va permettre aux décideurs d'en apprendre davantage sur les mesures qui pourraient être applicables à leur cas particulier et aussi de savoir où se situe l'expertise, qui sont les experts en la matière, de manière à pouvoir les contacter. Nous avons lancé aujourd'hui la mise à jour de ce catalogue et j'invite tout le monde, les experts ici présents en salle ou en virtuel ou en distanciel, je les invite, après la session bien sûr, je les invite à se créer un compte et à commencer à insérer des études, des cas. Ça veut dire qu'au-delà au-delà de 2022, nous pourrons poursuivre cet effort qui consiste à faire que ce qui n'était pas faisable devient faisable et invisible devient visible. Merci. Alors voilà, justement, venons-en maintenant à la présentation de cet exemple pratique. Merci à vous deux. Anita Esteban. Merci. Je travaille avec pour l'Institut de l'eau, je m'appelle Alissa, et je vais donc vous présenter ce cas que vous retrouverez dans le catalogue. Vous avez ici donc les États-Unis, vous avez la Louisiane, il y a donc un district d'environ 50 000 personnes que vous voyez ici représenté. Il y a un système aquifère qui fournit de l'eau potable et de l'eau qui est utilisée également à des fins industrielles. En 2020, les prélèvements étaient extrêmement importants, de l'ordre de 40%, 60% respectivement, pour l'usage domestique et pour l'entreprise. Il s'agit d'un aquifère qui a des pressions. Donc, si vous voyez ce type d'aquifère, il faut vous imaginer quelque chose qui s'écoulait librement. Et il a aujourd'hui une dépression, de sorte que vous avez une partie de l'eau qui est en dessous de la surface de la Terre, de l'ordre de 3-4 mètres. Le système aquifère est donc une série d'unités de confinement que vous voyez ici. Vous apercevez ici les puits.
de forages qui sont menacés par la présence du golfe du Mexique, une salinisation possible, l'intrusion de cette eau salée. L'aquifère est donc menacé par cette possibilité de salinisation. En raison de ces problèmes, la commission de conservation a été créée en 1974. Elle comporte 18 membres et elle a été mise en place pour assurer l'administration, la conservation et le bon développement des ressources en eau souterraine. Il y a des représentants de différents ordres qui gèrent l'aquifère, mais il y a eu des conflits au sein de la commission. Il a donc été difficile de prendre des décisions, de sorte qu'il n'y a pas de plan stratégique de longue haleine. Le Water Institute est un institut de recherche privé qui a commencé à travailler en 2019. On a essayé d'accompagner cette commission à prendre les décisions de longue durée. Il s'agissait notamment d'essayer de résoudre les problèmes de conflit, d'établir des politiques ensemble et de les mettre en pratique. Lorsqu'on prend une décision structurée, on utilise ce qu'on appelle le PRO-Act, c'est-à-dire qu'on commence par poser le problème, on définit le contexte, on essaie de comprendre avec eux ce qu'ils veulent prendre comme décision, voir qui a autorité sur quoi. Il faut prendre aussi la croissance économique et les besoins de la population. Étape 2, on travaille avec les membres de la commission pour définir leurs objectifs. On peut bien sûr incorporer un certain nombre de valeurs quand il y a des objectifs qui sont en concurrence. Le processus est transparent. Pour la concurrence, eh bien là, ils ont pris en compte réduire la salinisation ou l'intrusion de l'eau salée, nécessité de protéger la ressource, notamment. Ensuite, la Commission a défini des alternatives qui soient abordables au plan financier et qui soient susceptibles d'atteindre ces objectifs en cours de discussion actuellement et en cours d'évaluation. Ensuite, on passe dans à des modèles scientifiques qui sont utilisés pour prévoir les conséquences, les effets économiques des différentes solutions proposées, prendre en compte la croissance de population, entre autres. Étape suivante dans ce cycle PRO-ACT, c'est ce qu'on appelle les arbitrages et les optimisations, c'est-à-dire qu'on tient compte des avantages et inconvénients des différentes possibilités. On tient compte évidemment de la science, de la politique, mais aussi des aspects juridiques à ce stade pour balancer et équilibrer la prise de décision. Une fois que cet arbitrage est fait, la dernière étape du cycle consiste à prendre des décisions pour cette commission et à agir. Alors, les décisions, elles sont transparentes puisque tout le cycle lui-même a été transparent. Donc, cette décision structurée, cette prise de décision structurée, grâce à ce cursus pro-acte, est quelque chose qui est intéressant puisqu'on tient compte des valeurs, de l'économie, des données, des caractéristiques politiques. Et j'aimerais finir sur une citation d'un des commissaires qui prend d'ailleurs des décisions. Il a dit avoir participé depuis près de 10 ans maintenant à la gestion des eaux souterraines. Je peux vraiment dire que cette la seule manière d'aller de l'avant que d'appliquer cette dynamique qui vient de vous être présentée. Voilà, je vous invite à aller examiner ce catalogue, à l'observer et à le compléter. Merci. Nous avons maintenant Madame Yasuda. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir vu ce catalogue. Félicitations. Je présente le hub d'action de l'IWRM, c'est-à-dire et aussi cette boîte à outils GWP que nous avons lancée cette année. Il s'agit d'une plateforme vraiment globale, une plateforme de connaissances qui essaie d'insister sur le lien qui doit exister entre l'exploration, la connaissance, la compréhension et les décisions. Et en cours de préparation, on se demandait, mais quelle est la différence en fait
entre cette boîte à outils et le catalogue qu'on vient de voir? Ben, disons qu'avec la boîte à outils, le sujet couvert est un petit peu plus vaste. Ce n'est pas simplement les ressources souterraines, c'est l'eau de manière plus générale qui est couverte. Mais une bonne partie de l'outil peut être appliquée à la gestion des ressources souterraines. Donc, c'est un vrai complément par rapport au catalogue qui, lui, est beaucoup plus centré sur exclusivement les questions d'eau souterraine. Autre aspect, cette boîte à outils insiste beaucoup sur l'interactivité. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, on peut, si vous voulez, utiliser cette boîte à outils de différentes manières. D'abord, on peut y accéder et la télécharger différemment. On peut télécharger les outils, les ressources dans la section Learn, c'est-à-dire la section apprentissage. Voici les outils maintenant. L'une des fonctions principales, ce sont les outils IWRM. Est-ce que vous aviez entendu parler de la toolbox GWP précédemment, de cette boîte à outils? À peu près la moitié des participants. Écoutez, c'est plutôt bien, sachant que cet outil existe depuis 15-20 ans, mais c'est en mars de cette année qu'on a lancé une version révisée de cette boîte à outils et il y a 4 concepts donc qui doivent permettre des outils qui permettent d'avoir un environnement qui facilite les arrangements institutionnels, les outils de management, de gestion et puis la finance. Donc, c'est les 4 pôles et à chaque fois, vous avez des outils à l'intérieur qui déclinent la manière dont on peut mettre en place tel ou tel concept. Ça, c'est ce qu'on appelle les plans de gestion des eaux souterraines. On insiste sur ce plan, mais il y a bien d'autres outils que vous irez voir. Il y a aussi des études, des cas pratiques. Donc, pour chacun des outils que nous proposons, vous allez trouver des cas pratiques, montrer comment l'outil a été utilisé concrètement. Et nous avons constaté que souvent, quand on étudie d'autres cas, ça permet de comprendre comment la notion a été concrétisée. On peut aussi proposer son propre cas, ses études de cas, si on pense que ça correspond à tel ou tel outil. Comme vous le voyez ici, ce qui est entouré en rouge, c'est l'endroit où vous pourrez proposer votre propre étude. On peut proposer plusieurs études au titre d'un seul et même outil. Voici les fonctions qui sont proposées. Il y a aussi des bibliothèques ressources qui sont reliées ou qui sont liées à ces boîtes à outils. Et il y a ce qu'on appelle le IWRM Curator, donc le curateur, si vous voulez, qui est un peu le modérateur de toutes ces connaissances. Si vous voulez faire un travail sur le terrain, un travail de terrain, vous pourrez utiliser cette possibilité. Il y a une autre fonctionnalité très importante, c'est le réseau d'action de l'IWRM, c'est-à-dire que en tant qu'usager, vous allez accéder, vous allez voir où sont nos usagers, vous allez voir qui ils sont, il y a une photo, un bref descriptif de chaque personne et ça, c'est vraiment la manière de savoir qui fait partie du réseau et qui sont les experts en la matière. Il y a un autre outil qui est très important dans la boîte à outils, c'est un outil qui permet de créer des communautés, des gens, des organisations qui travaillent dans le même esprit, ont ce lieu en ligne pour échanger, pour se parler sur un certain nombre d'outils ou de connaissances. Je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous lançons la famille eau souterraine, la Groundwater Family, c'est quelque chose que nous avons développé avec l'UNESCO. Les organisateurs du sommet auquel nous participons étaient très intéressés en disant on réunit tous ces gens, c'est la première fois qu'il y a un tel sommet sur ce sujet des eaux souterraines et on y a vraiment eu des échanges très très importants et nous, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir se terminer à la fin de la conférence. On voulait véritablement, avec l'UNESCO, donner une suite à tout cela, continuer à se parler après la fin du sommet. Voilà, la famille est créée, vous pouvez en faire partie. Vous avez ici un QR code et pendant la pause café, vous verrez à l'extérieur qu'il y a des affiches sur le mur. Vous pourrez tout à fait
à ce moment-là, utiliser le QR code. Et pour ceux qui utilisent la plateforme Hoover, il y a des chats. Donc, dans les conversations, vous trouverez à chaque fois un lien vers cette communauté, vers cette famille. Voilà, et je me réjouis de continuer à échanger tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la discussion en panel. Nous aborderons les défis communs que nous rencontrons dans le cadre de ce renforcement de l'interface entre la science, la politique et la pratique. Dans nombre de lieux du monde, la connaissance sur les systèmes d'aquifères sont manquants. Quelles mesures doivent être adoptées pour développer les politiques liées à la connaissance? Je m'adresse à la première oratrice. Merci beaucoup de cette question. Les données, les connaissances des aquifères aujourd'hui sont manquantes dans nombre de régions et pays du monde, mais il y a des méthodes, des outils que nous pouvons utiliser afin de créer la connaissance ou d'obtenir la connaissance dont nous avons besoin pour mieux gérer nos aquifères. Par exemple, si vous souhaitez comprendre les systèmes et les processus, nous pouvons utiliser des approches analytiques, statistiques, techniques pour recueillir la connaissance. Nous pouvons aussi utiliser des modèles pour procéder à des estimations. C'est ce qui a été fait par exemple au Malawi en septembre lorsque nous avons développé notre plan directeur pour les ressources hydriques. Nous avons utilisé différents modèles DHI. Alors, au cours d'une des sessions, une mission a été mentionnée, le Riverflow Q25, qui permet également de procéder à des estimations. On peut également utiliser l'hydrologie des isotopes. C'est une technique qui est utilisée au Malawi avec un datage au carbone qui va permettre de déterminer l'âge de ces eaux souterraines, les sources de certaines de ces ressources en eau souterraine, mais nous souhaitons aller plus loin. Nous souhaiterions déterminer la contribution des eaux souterraines aux eaux de surface. Donc voilà certaines des méthodes et approches dont nous pouvons faire usage. Il y a ces mesures, mais nous pouvons aussi utiliser les ressources en ligne. Nous venons juste de voir le catalogue des eaux souterraines et il y a bien des ressources en ligne qui existent, portails, plateformes qui peuvent être utilisées ou autres outils. Alors peut-être que ça n'avait pas été suffisamment mentionné, mais nous avons aussi l'archive sur la littérature scientifique autour des eaux souterraines. Là, vous avez nombre de données scientifiques concernant les eaux souterraines. Et si je ne m'abuse, il y a environ 4000 rapports, publications, ouvrages qui sont renseignés sur cette plateforme. C'est quelques exemples des outils, mais je le répète, nous avons nombre de ressources en ligne pour mieux comprendre la géologie et l'hydrogéologie de nos aquifères. Nous nous sommes également aperçus que les universitaires, le secteur privé, les ONG, par exemple, moi, je suis susceptible de vous dire je n'ai pas de données ou je n'ai pas de connaissances concernant certains aquifères, mais si vous vous tournez vers d'autres parties prenantes, eux, ils disposent de connaissances et de domaines. Et soit ils ne les partagent pas, soit ils ne les ont pas publiés comme il se doit. Nous avons par exemple des entreprises d'extraction qui disposent de bien des données et ces données concernent notamment les aquifères. Dans un passé récent, eh bien, nous avons révisé nos politiques. Bon, c'est un projet qui est en train d'être préparé et cela concerne ces organisations et je dois dire que j'ai été assez surprise de constater le nombre d'informations et de données dont d'autres parties disposent et qui ne sont pas utilisées. Donc ces données, elles existent et il faut essayer de les recueillir. Mais pour ce faire, il faut être proactif, peut-être par exemple avec aussi des programmes de sauvetage des données. Ensuite, disons qu'une politique a été édictée, maintenant elle doit être mise en œuvre. Certaines des stratégies qui peuvent être appliquées pour le recueil des données, c'est le renforcement des capacités hydrogéologiques afin d'avoir des connaissances en profondeur des acteurs pertinents et des organisations. Nous devons véritablement mieux former, mais nous devons également sensibiliser
les personnes avec qui nous travaillons. Parce qu'il faut véritablement un renseignement meilleur de nos stratégies à travers de meilleures données, mais il faut comprendre ce dont on parle. Au Malawi, par exemple, il nous a été dit que le vocabulaire que nous utilisons pour les eaux souterraines ou pour les eaux en général n'est pas pertinent. D'aucuns ont dit il m'a fallu 5 ans pour comprendre ce que vous entendez par les mots que vous utilisez. Donc il faut sensibiliser pour que les uns et les autres comprennent tous ce dont on parle. Et il faut aussi investir dans le suivi et le contrôle de nos aquifères. Il nous faut véritablement des mesures de suivi. Et je pense que dans la dimension production, nous devons aussi avoir un meilleur suivi des flux, par exemple. Et je crois aussi qu'il nous faut des logiciels de capacité qui puissent traiter et analyser les données. Donc tout cela doit être renseigné dans les stratégies pour ensuite les mettre en œuvre. Bon, je sais que vous avez bien d'autres informations à partager avec nous, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps et je vais devoir passer à la question suivante. Merci beaucoup. Merci. Monsieur So, ma question est presque l'inverse de celle que je viens de poser, à savoir à nombre d'égards, il y a un manque de connaissances concernant les eaux souterraines. Dans d'autres dimensions, eh bien, nous accomplissons des progrès pour développer les connaissances sur les eaux souterraines. Comment pouvons-nous plus rapidement et plus vastement incorporer la compréhension scientifique dans les politiques en matière d'eau souterraine et dans l'éducation, ainsi que dans la pratique? Merci beaucoup. Merci également aux organisateurs de m'avoir invité pour partager avec vous quelques réflexions. Tout d'abord, permettez-moi de dire que nous sommes toutes et tous d'accord pour affirmer que les eaux souterraines représentent une ressource absolument essentielle et le rapport 2021 mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 montre que 88% des acteurs estiment que les eaux souterraines sont absolument essentielles pour l'avenir de l'approvisionnement en eau. Or, seulement 1 sur 4 estime que ces eaux souterraines étaient gérées de manière durable dans leur pays. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que le rapport estime que parmi ces leaders, 25% d'entre eux estiment que les eaux souterraines ne sont gérées durablement nulle part, ou alors ils n'ont tout simplement pas suffisamment d'informations pour l'affirmer ou l'infirmer. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en exergue quelques domaines d'action où je pense que l'espace sciences, politique, pratique peut engranger des progrès. Tout d'abord, eh bien, l'organisation que je représente, donc IAHR, comprend 500 membres. Certains sont représentés ici aujourd'hui et nous insistons pour dire qu'il nous faut une science de l'évaluation, mais aussi une science de la solution. Et ces deux types de sciences doivent fonctionner main dans la main avec les pratiques et les politiques pour relever les défis. Les décideurs politiques doivent donc comprendre les défis auxquels ils ou elles sont confrontés. Ils ont besoin d'avoir une vision générale de la situation telle qu'elle est présentée, mais ils doivent aussi comprendre quelles sont leurs options pour la mise en œuvre, quelles sont les tendances qui peuvent façonner les solutions à venir et leur écosystème. C'est seulement ainsi que les décideurs politiques pourront avoir une approche générale et qu'ils pourront déterminer quelles sont les actions qu'ils vont prendre et ne pas prendre et quelles seront leurs conséquences. Je vais illustrer par exemple en sortant du secteur de l'eau pour parler du secteur du climat et de l'énergie. Bien entendu, il est important de comprendre les sciences des changements climatiques. Il est important de comprendre les phénomènes qui façonnent le climat qui nous attend dans les décennies à venir. Néanmoins, s'il n'y avait pas de science et d'ingénierie pour comprendre les solutions qui sont à notre disposition, les décideurs politiques n'auraient pas ce qu'ils ont aujourd'hui en termes d'options en matière de politique sur les énergies renouvelables. Dans cette droite ligne pour les eaux souterraines, la science de l'évaluation et la science des solutions revêtent une importance particulière, notamment face aux incertitudes qui continuent de résider en matière d'eau souterraine. C'est ce que j'appelle l'ingénierie bleu-vert et la recherche qui doit avoir une approche générale, holistique donc, pour réunir l'aspect environnemental, économique et comprendre également les besoins sociétaux et venir avec des solutions. En deuxième lieu, j'aimerais mettre en exergue que l'amélioration de l'accès
et l'adoption également de méthodes d'évaluation et de méthodes statistiques permettront aux décideurs politiques d'avoir davantage d'options. Troisième point, permettez-moi de dire que je pense que les pratiques scientifiques et les politiques scientifiques doivent être envisagées de manière transsectorielle au niveau du système. Pourquoi? Parce que les eaux souterraines, c'est une ressource qui, de manière inhérente, est liée au secteur de l'eau. Il faut donc disposer de cadres qui alignent mieux les pratiques, la science et la politique, comme c'est le cas dans des secteurs comme l'agriculture, la santé ou autres. C'est absolument nécessaire si nous souhaitons parler véritablement d'une utilisation durable des eaux souterraines. Enfin, dernier point, permettez-moi de mettre en exergue que oui, c'est vrai, la science, la pratique nous permet de comprendre, nous offre des solutions pour les décideurs politiques, n'est-ce pas? Mais les décisions en matière de politique régissant les eaux souterraines souvent restent difficiles à prendre pour les décideurs politiques. Ça reste difficile. Pourquoi? Eh bien, c'est lié aux exercices d'équilibristes politiques qu'on attend de leur part aujourd'hui. Donc, pour répondre à ce point, permettez-moi d'introduire le concept ou l'idée peut-être d'une addition de politique, donc d'avoir une espèce de rayon politique pour avoir une approche nouvelle. L'idée, c'est tout simplement de ce rayonnage politique. C'est un petit peu comme ce que l'on fait dans les grands bâtiments ou alors dans les gratte-ciel. Donc, construire ainsi fait que les décisions politiques à haut risque sont plus faciles à prendre et peut-être que ce faisant, nous pourrons offrir également davantage de solutions aux décideurs politiques. Je vois que je n'ai plus de temps. Permettez-moi juste de venir à ma conclusion. Il en faut 10 secondes. J'aimerais évoquer l'importance de porter ces idées à la conférence sur l'eau 2023. Nous devons continuer à écouter les leaders en matière d'eau et je pense que cela inclut notamment le prochain rapport sur l'eau qui sera publié en 2023, ainsi que la conférence à Vienne, où nous aurons des politiques et des experts qui seront réunis afin d'évoquer les différentes options qui se présentent à nous. Merci beaucoup. Docteur Carmona, étant donné la complexité des systèmes, les scientifiques qui mènent des études et qui recueillent des informations sur les eaux souterraines ont des difficultés à transmettre les informations d'une manière telle que ce soit compris par le grand public. Quelle ligne directrice pouvez-vous nous donner sur la manière dont on peut transmettre ces résultats de manière telle que les décideurs politiques et les praticiens pourront agir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anita, de cette question. Je vais m'exprimer en français. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, qui n'est pas du tout simple, et donc je voudrais expliquer notre point de vue selon notre expérience en Afrique sur la gestion des ressources en eau. Et les centres communs de recherche de la Commission européenne, donc avec les centres d'excellence en sciences de l'eau AUDA et NEPAD et en collaboration avec l'Université de Sant'Anne de Pisa, et la participation des parties prenantes comme l'AMCO, les régions économiques africaines et les autorités des bassins, et nous avons réalisé une étude sur l'état de l'art des systèmes aquifères en Afrique. Et donc, j'espère que ça sera publié bientôt dans une revue scientifique. Et donc, parmi les conclusions que nous avons arrivées dans le cadre de cette étude, c'est que la connaissance, bon, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup pendant ces derniers jours. La connaissance sur les systèmes aquifères, la connaissance sur les eaux souterraines se trouve principalement dans les réseaux scientifiques et dans les universités. Et très peu dans les mains des décideurs politiques et des praticiens. Donc ça c'est très très important parce que cela nous amène à une partie de la question que vous m'avez posée, et c'est que comment pouvons-nous partager, je n'aime pas parler du transfert des connaissances, mais comment nous pouvons partager ces connaissances avec les décideurs politiques et
les personnes qui travaillent sur les aspects opérationnels dans ce domaine. Donc, il est clair que les grands catalogues qui a été développé par l'IGRAC ou l'outil qui a été développé par JWP, et ce sont des pas qui sont très importants, qui vont dans ce sens de partage des connaissances. Mais quelque chose qui est très important, qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de développer, qu'on a commencé à développer, mais qui doit encore être développé, c'est-à-dire doit être développé davantage, c'est de développer des outils de gestion, des outils qui permettent de passer de la donnée, dont tout le monde en parle, mais qu'elle n'est pas suffisante du tout. C'est-à-dire comment on peut passer de la donnée à des informations qui permettent de prendre des décisions. Et c'est sur ces outils-là qu'il faut travailler. Donc, effectivement, nous parlons de ces outils qui permettent d'identifier les problématiques et qui permettent d'identifier également quelles sont les priorités dans ces domaines. Donc, il est également important, on a parlé des catalogues, des bases de données, etc., d'inclure dans ces catalogues des problématiques concrètes, et avec des solutions très concrètes, même s'ils sont plusieurs solutions, on donne un éventail de solutions pour les praticiens, de manière qu'ils puissent illustrer comment répondre à leurs vraies problématiques sur le terrain. Et donc, il est bien évident pour nous que ces mesures doivent être accompagnées par des investissements au niveau de la gouvernance, de manière à pouvoir intégrer les eaux souterraines dans la gestion des ressources en eau. Ça, c'est bien évident. Et donc, de là à parler de quelque chose qui, je crois qu'on n'a pas assez parlé pendant ces deux derniers jours, c'est le développement des capacités au niveau des policymakers, c'est-à-dire des preneurs de décisions, de manière à que, de manière institutionnelle et également au niveau transfrontalier, ils puissent parler dans un même langage. Donc, je vois que je n'ai pas non plus beaucoup de temps, mais je vais passer également directement aux conclusions. Donc, bon, il est évident, donc on a développé des outils, on a développé des vidéos, on a développé également des jeux vidéo qui permettent de faire des mesures électromagnétiques pour caractériser les aquifères. C'est quelque chose qui est très complexe et que, grâce à un jeu vidéo qu'on a fait avec, enfin, pas nous, les CCC du Mexique, qui est un de nos centres d'excellence en Amérique latine, ils permettent de mettre en place un réseau de mesures électromagnétiques pour la caractérisation des eaux souterraines d'une manière assez simple. Ce n'est pas suffisant. Ce sont des premiers pas, et ce sont des premiers pas qui sont nécessaires de manière à pouvoir donner des solutions intégratives, parce que les eaux de surface sont liées aux eaux souterraines et inversement, et ça c'est très important de les amener de pair. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces mots. Ma dernière question, c'est pour le docteur Mukherjee qui nous rejoint en ligne. Elle est là à l'écran. Ma question est la suivante. Le rôle des usagers des eaux souterraines et notamment des pratiques. Outre les différentes formes de participation, comment est-ce que les valeurs, les connaissances et les activités des parties prenantes peuvent-elles être incorporées et utilisées de manière plus efficace dans la prise de décision? Je vous remercie, Anita. Merci beaucoup de m'accueillir au sein de cette séance particulièrement enthousiasmante et je m'excuse de ne pas avoir eu la possibilité de venir en personne pour des raisons qui malheureusement échappent à mon contrôle. Quelques points avant de répondre à votre question. Ça a été une année très enthousiasmante pour chacun et chacune d'entre nous dans la communauté des eaux souterraines. Il y a eu la Journée mondiale de l'eau qui a été célébrée, mais aussi la Journée mondiale de l'eau souterraine. Et cette année, nous avons également évaluer le rapport du GIEC
et les deux groupes de travail du GIEC, le groupe 1 sur les changements climatiques et le groupe 2 dans lequel moi-même j'ai été impliquée comme leader de coordination sur le chapitre eau, eh bien, ces deux groupes du GIEC ont véritablement apporté une évaluation en profondeur concernant les eaux souterraines. Donc, je suis sûre que vous êtes au courant de ce que contiennent ces rapports. Vous l'avez lu, mais ce rapport contient un nombre d'informations concernant la destinée des eaux souterraines eu égard au changement climatique, ce qui est observé et ce qui est attendu également. Donc, si vous n'avez pas lu le rapport, je vous invite instamment à le faire, car chacun et chacune d'entre vous qui vous réunissez dans les salles de réunion, eh bien, c'est votre travail qui est évalué par un groupe d'entre nous avec la participation du GIEC. Concernant votre question, Anita, j'ai trouvé les questions que vous avez posées aux autres panélistes très pertinentes. Par exemple, moi, je travaille surtout en Asie du Sud et c'est vrai que des pays comme le Bangladesh disposent de données absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans Science au mois de septembre, à savoir concernant les eaux usées qui ont été véritablement une caractéristique clé et c'était très intéressant. Mais pour revenir à la question des données, et aux connaissances, eh bien, nous sommes très nombreux à travailler dans des lieux où les données concernant les eaux souterraines sont rares. Dans de tels contextes, ce que j'ai pu observer, eh bien, c'est que nous avons tendance à aller chercher des données peut-être plus inhabituelles, qui sont moins précises, mais suffisantes pour la prise de décision. Certains travaux qui ont été accomplis dans le International Water Management Institute portaient notamment sur l'utilisation, par exemple, faite par les communautés des eaux souterraines. Nous avons par exemple, des puits qui ont été creusés depuis des siècles et ces familles disposent d'informations puisque c'est une pratique qui date de plusieurs siècles. Donc, recueillir des informations et des données auprès d'eux, c'est aussi une manière de comprendre les aquifères. Nous avons aussi utilisé des ressources d'intervention. Vous savez, moi, je suis scientifique sociale de formation. Je mène beaucoup d'études pour comprendre auprès des exploitants agricoles, par exemple, quelle est leur compréhension des différents tableaux et informations concernant l'eau. Cela nous apporte nombre d'informations en l'absence de données plus conventionnelles, comme par exemple le forage de puits ou autres informations dont nous avons besoin également. Sans aucun doute, si un investissement important est nécessaire en matière d'eau souterraine, il s'agit ici de préciser nos systèmes d'observation de manière pertinente afin de nous assurer que nos observations soient les plus précises possibles. Autre question, en ce qui concerne les autres formes de connaissances et leur influence sur la prise de décision. Je me suis rendu compte que souvent les exploitants et exploitantes agricoles ils savent ce qui facilite ou ce qui empêche leur accès à l'eau souterraine. Et une nouvelle fois, pour donner quelques exemples du travail que j'ai accompli, eh bien, dans d'autres organisations, avec des collègues, nous avons beaucoup travaillé dans le passé, par exemple, pour mieux comprendre les interconnexions qui existent avec les eaux souterraines. Par exemple, les exploitants agricoles, c'est rare qu'ils n'utilisent pas de manière intensive les eaux souterraines à des fins d'irrigation. Alors parfois, ils le font, mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'il y a un problème d'accès, un problème avec les tarifs d'électricité, un problème de gouvernance qui fait obstacle et qui les empêche de faire usage des eaux souterraines, même dans des régions où l'eau est abondante. Donc finalement, comprendre quels sont les facteurs qui déterminent finalement l'impossibilité ou qui vont faciliter pour les exploitants agricoles l'utilisation des eaux souterraines, ça c'est un outil politique très puissant. Et dans les travaux que nous avons menés, et j'espère véritablement que vous serez d'accord, nous avons constaté que nombre d'instruments en matière de gouvernance de l'eau, comme par exemple des lois, ne fonctionnent pas forcément dans des conditions où il est difficile d'appliquer des lois. Par exemple, dans mon pays, il y a de très nombreux, il y a des milliers, voire des millions de puits, donc qui va les suivre? Mais je pense que suivre la question des tarifs électriques, nous travaillons de plus en plus sur l'irrigation par le photovoltaïque, entre autres. Donc nous nous sommes rendus compte que l'énergie, c'est véritablement un levier particulièrement important pour l'accès aux eaux souterraines. Et nous, en tant que professionnels des eaux souterraines, nous devons véritablement sortir des sentiers battus pour nous pencher sur ce qui concerne l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, pour voir ce que les parties prenantes locales peuvent véritablement faire en matière d'eau souterraine. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, oui, merci beaucoup, Dr Mokoreji.
Et merci également à l'ensemble des panélistes, orateurs, oratrices, pour ces observations fort utiles. Notre conversation l'a mis en exergue l'interface entre la science, la politique, la pratique a bien des visages et elle revêt une importance capitale. Chacun des orateurs a contribué afin que nous comprenions mieux les différents aspects de cette interface. Nous avons entendu parler du catalogue, de la boîte à outils, de outils et ressources qui sont disponibles gratuitement et qui vous offrent des informations, mais qui soutiennent également le développement des communautés et des pratiques, ce qui facilite le travail des décideurs politiques, des gestionnaires, des citoyens et des communautés afin d'interagir et de mieux apprendre les uns des autres. Nous avons ensuite entendu des recommandations détaillées de chacun des panélistes concernant les pratiques qui peuvent être mises en exergue. J'aimerais résumer quelques-uns de ces messages. Tout d'abord, la majorité des panélistes se sont fait l'écho d'une observation qui a été entendue plusieurs fois pendant ce sommet, le besoin de formation et de renforcement des capacités. C'est vrai qu'il est nécessaire de former des hydrogéologues et des ingénieurs dans les pays. Ce qui est tout aussi important, c'est d'augmenter le niveau de connaissance et le niveau opérationnel. Nos panélistes ont aussi souligné l'importance d'une communication à deux directions entre la science et la politique. Nous devons aider les scientifiques à comprendre les complexités auxquelles sont confrontés les décideurs politiques pour que ceux-ci puissent produire des informations utiles aux décideurs politiques. Nous devons aussi nous assurer que les décideurs politiques et les praticiens aient une bonne connaissance du rôle des eaux souterraines, des modèles qui peuvent être utilisés et des conséquences potentielles des actions spécifiques, quelles qu'elles soient. En outre, nous avons eu un rappel, à savoir même lorsqu'il y a une pénurie d'informations, il peut y avoir des connaissances sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Nous n'hésitons pas à mobiliser les connaissances et l'expertise d'autres par exemple, le rapport mondial sur l'eau ou d'autres rapports. Les ressources régionales, notamment les ressources des pays voisins, sont utiles également, ainsi que les connaissances locales de celles et ceux qui utilisent l'eau. C'est particulièrement important puisque ceux qui sont au plus proche des ressources et affectés par son utilisation sont souvent celles et ceux qui sont les plus à même d'évaluer les stratégies et leur impact. Enfin, il nous a été demandé d'apporter aux décideurs politiques suffisamment de contributions et d'informations pour les soutenir dans leur prise de décision. L'étude de cas, par exemple, a permis de donner un exemple et montre que les objectifs verts intégrés d'emblée sur les projets permettent de parvenir à des résultats plus efficaces mais mieux acceptés également. Notre heure de séance aujourd'hui, bien entendu, est insuffisante pour répondre à l'interface entre la science, la politique et les pratiques. Je suis sûre que nos orateurs et nos oratrices ont bien d'autres informations à partager. Je suis sûre que vous êtes nombreux dans la salle à avoir des informations que vous auriez pu partager avec nous. Nous vous encourageons à continuer à sensibiliser, à diffuser vos connaissances afin de naviguer cette interface science, politique, pratique, parce qu'au niveau global, nous en bénéficierons toutes et tous si nous renforçons cette interface. Merci beaucoup.